Voyons maintenant comment est organisé le cortex moteur primaire, qui représente une petite bande de quelques centimètres de large située au niveau de la partie caudale du lobe frontal, juste en avant du cortex sensoriel primaire. De façon similaire au cortex sensoriel primaire, cette aire motrice présente une organisation somatotopique, c'est-à-dire que chaque zone innerve une partie spécifique du corps. Vous pouvez voir sur l'image de gauche qu'à l'instar de l'aire sensorielle primaire, les proportions véritables du corps ne sont pas respectées au niveau cortical, avec une zone très répandue destinée à l'innervation des mains et de la face, et ce en comparaison aux jambes par exemple, qui ont une partie beaucoup moins répandue. Effectivement, lorsque l'on représente l'homonculus moteur, on constate que certaines parties du corps comme les mains sont bien plus représentées au niveau du cortex par rapport à leur taille réelle. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les parties du corps qui affichent des aptitudes motrices plus importantes couvrent logiquement un espace cortical plus important en raison d'un plus grand nombre de motoneurones destinés à leur innervation, de l'existence de circuits neuronaux plus complexes, de la présence de plus nombreuses connexions synaptiques et de davantage de cellules gliales de soutien. Dans la partie sur les unités motrices, nous avons vu que la force était déterminée par le recrutement spatial et temporel des motoneurones. Toutefois, le recrutement de ces motoneurones spinaux lors de mouvements volontaires, il est évidemment contrôlé par les motoneurones suprasegmentaires en provenance du cerveau. Ainsi, la force produite par un muscle va dépendre des paramètres de recrutement des motoneurones suprasegmentaires, à savoir leur fréquence de décharge et la quantité de motoneurones recrutés. Sachez qu'un motoneurone spinal peut être innervé par plusieurs motoneurones suprasegmentaires. Ainsi, le contrôle du recrutement des motoneurones spinaux par les motoneurones suprasegmentaires renvoie à des notions que l'on a déjà abordées en profondeur dans la partie sur les signaux nerveux. À savoir que les motoneurones spinaux vont recevoir les signaux d'un nombre plus ou moins important de boutons synaptiques des neurones pyramidaux. Ces neurones pyramidaux, en fonction de leur taux de décharge, ils vont déverser plus ou moins de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, ce qui va déterminer l'amplitude du potentiel post-synaptique global au niveau des motoneurones spinaux. L'amplitude du potentiel post-synaptique global va à son tour déterminer la fréquence de décharge des motoneurones spinaux et donc le recrutement des fibres musculaires. Finissons ce cours en étudiant le rôle de deux structures nerveuses centrales très importantes dans la motricité, à savoir le cervelet et les ganglions de la base, deux structures dont on avait présenté l'anatomie et les principales caractéristiques dans la partie 1 de ce cours. Donc ces deux structures, dont je vous rappelle l'emplacement sur les deux images, jouent un rôle indirect dans la motricité en régulant l'activité des motoneurones suprasegmentaires. Alors, voyons comment. Et commençons par le cervelet qui, je vous le rappelle, est une structure qui se situe en dérivation du tronc cérébral. Donc, schématisons les choses. Lorsque vous réalisez un mouvement volontaire, vous envoyez une commande motrice en direction de vos muscles depuis le cortex moteur primaire. Dès lors que vous générez une commande motrice volontaire, vous générez également une copie de ces commandes. La fameuse copie d'efférence dont nous avons parlé dans la partie sur le versant sensoriel et qui donne naissance aux perceptions d'effort lorsqu'elle est intégrée dans le cortex sensoriel primaire. Eh bien, cette copie d'efférence, elle est également intégrée au niveau du cervelet qui simule, prédit le mouvement que va générer la commande motrice avant même que celle-ci ait atteint les muscles impliqués dans le mouvement à venir. En parallèle, le cervelet, il intègre les retours sensoriels en provenance des récepteurs musculaires et cutanés qui sont provoqués par le mouvement. Donc vous l'aurez compris, il y a un délai entre l'intégration de la copie d'efférence et l'intégration des retours sensoriels. Donc le cervelet, il intègre la copie d'efférence en premier pour simuler le mouvement à venir, et quelques centièmes plus tard, il intègre les retours sensoriels provoqués par le mouvement lui-même, tels que les signaux relatifs à la tension musculaire, grâce aux fibres 1B, ou de longueur musculaire via les fibres 1A. Une fois ces deux signaux intégrés, le cervelet, ce qu'il fait, c'est qu'il compare le mouvement prédit sur la base de la copie d'efférence
et le mouvement réel sur la base des signaux sensoriels qu'il a reçus, afin de voir s'il existe un écart entre prédiction et réalité. Suite à cette opération, et s'il y a effectivement un décalage entre mouvement prédit et mouvement réel, le cervelet envoie des informations aux neurones du cortex moteur primaire pour réguler leur activité et permettre de réduire la différence entre prédiction et réalité. En ce sens, le cervelet, c'est une structure primordiale car elle permet de détecter ce que l'on appelle les erreurs motrices. Le cervelet, via ses mécanismes de prédiction, il est également impliqué dans la coordination entre plusieurs effecteurs. Par exemple, lorsque vous soulevez un objet avec votre main, le poids de cet objet, il va évoluer en fonction des accélérations que vous lui appliquez. Je fais ici appel à des notions de biomécanique que vous avez vues ou allez voir dans vos cours. Donc, effectivement, alors que la masse d'un objet elle reste constante, son poids il évolue en fonction des accélérations qu'on lui applique, car le poids, qui s'exprime en newton, et non pas en kilogrammes comme la masse, est égal à la masse de l'objet que multiplie l'accélération qu'on lui applique. Ainsi, lorsqu'on soulève un objet, son poids va augmenter sous l'effet de l'accélération verticale. En conséquence, et pour que l'objet ne nous échappe pas, il va falloir augmenter la force qu'on lui applique de façon anticipée pour pallier à cette augmentation de poids. D'ailleurs, si l'on analyse le graphique de droite, on constate que la force de préhension en vert augmente bien quelques millisecondes avant que le poids de l'objet n'augmente. Alors comment est-ce possible? Eh bien grâce au cervelet qui prédit cette augmentation de poids sur la base de la copie des commandes motrices envoyées au bras. Donc, voyons comment. Donc, le cerveau envoie une commande motrice au bras afin de soulever l'objet. En parallèle de cette commande est générée une copie d'efférence qui est intégrée au niveau du cervelet et qui simule les conséquences mécaniques du mouvement des bras. Le cervelet envoie alors un ordre au cortex moteur primaire pour lui spécifier le niveau de force à générer au niveau des mains afin que l'objet ne tombe pas. Notez que si ce mécanisme de prédiction, de simulation n'avait pas lieu, eh bien nous nous baserions uniquement sur les retours sensoriels cutanés en provenance de nos mains. Même si les afférences cutanées remontent rapidement au cerveau, le temps d'intégrer ces infos et de programmer une réponse adaptée au niveau des mains, l'objet nous aurait déjà échappé. Donc ce mécanisme, il est primordial dans la quasi-totalité des actions motrices que nous réalisons pour adopter des comportements proactifs et non pas des comportements réactifs. Autre exemple, lors d'un mouvement qui nécessite une coordination entre posture et mouvement, comme dans le cas d'une flexion rapide des épaules en position debout, eh bien, le cervelet il va également être impliqué dans la prédiction des conséquences mécaniques du mouvement sur la stabilité posturale. Cela va permettre la mise en place des fameux ajustements posturaux anticipés dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui vont permettre de stabiliser la posture de façon prédictive. Ce sont également ces mêmes mécanismes qui permettent au garçon de café de maintenir son plateau stable lorsqu'il marche. Il anticipe, grâce aux opérations de prédiction du cervelet, les fluctuations verticales du plateau engendrées par la marche afin de moduler l'activation des muscles en charge du maintien du plateau, donc les muscles du bras, de façon anticipée. Le cervelet, c'est donc une structure nerveuse fondamentale de la sensorimotricité volontaire. D'autres structures jouent un rôle fondamental, il s'agit des ganglions de la base. Alors, leurs fonctions, elles sont extrêmement complexes, donc nous allons essayer de les schématiser de façon simplifiée. Donc, au niveau le plus crânial, vous avez l'ensemble des régions corticales avec les aires prémotrices et sensorielles et le cortex moteur. Les ganglions de la base, je vous le rappelle, sont des structures sous-corticales composées de plusieurs noyaux et qui reçoivent les afférences de fibres en provenance de nombreuses régions corticales. Ces ganglions de la base, ils projettent ensuite leurs axones vers le thalamus, qui lui-même renvoie ces fibres vers les différentes régions du cortex, notamment le cortex moteur primaire, qui, vous le savez, envoie des commandes motrices vers les muscles. Donc, le rôle des ganglions de la base, au sein de cette boucle complexe, impliquant ces différentes structures nerveuses, est principalement de connecter les différentes aires corticales avec le cortex moteur pour finalement réguler l'activité des neurones pyramidaux. Plus en détail,
Cette boucle sous-corticale, elle a deux fonctions principales. Donc d'abord un rôle d'amorçage des neurones pyramidaux avant le début du mouvement, c'est-à-dire une augmentation de leur niveau d'activation pour faciliter leur excitation au moment où ils généreront une commande motrice, comme un starter en quelque sorte. Puis un rôle de lissage de l'activité des neurones pyramidaux pour que les mouvements réalisés soient fluides et harmonieux. Donc sans l'action des ganglions de la base, l'activation des neurones pyramidaux serait bien plus chaotique. Et c'est pour cette raison que les malades de Parkinson, qui présentent des altérations nerveuses au niveau des ganglions de la base, réalisent des mouvements tremblants avec un manque cruel de fluidité, donc la fameuse bradykinésie que j'avais abordée dans la première partie de ce cours. En résumé, et malgré ce que je vous ai présenté dans ce cours, les connaissances scientifiques relatives aux événements nerveux qui se produisent entre l'intention d'agir et la réalisation effective des mouvements restent incomplètes et floues. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on sait avec certitude que le contrôle des mouvements se fait de manière intégrée et distribuée, avec des mouvements réflexes qui sont pris en charge par la moelle épinière et le tronc cérébral, que le contrôle des mouvements volontaires est pris en charge par des structures nerveuses de l'encéphale et notamment par les différentes aires sensorimotrices, et que la plupart des mouvements que nous réalisons quotidiennement, ou dans le cadre des pratiques sportives, combinent des mouvements réflexes et volontaires, comme par exemple la marche ou les sauts, qui font à la fois appel à un contrôle volontaire et à un contrôle réflexe, avec notamment la mise en place du réflexe myotatique. On sait également que des structures interviennent indirectement dans la motricité pour réguler l'activité des motoneurones suprasegmentaires, en l'occurrence les ganglions de la base et le cervelet.